Voilà. Bon, juste le plan de l'exposé. Je vais vous faire un historique de la constitution de la matériothèque, un inventaire un peu à l'après-vert, excusez-moi, et la description raisonnée de la matériothèque, et puis un point sur l'avenir en guise de conclusion. Alors, un petit point sur l'environnement institutionnel de la médiathèque. Donc, le centre de recherche. Il y a une petite... Voilà. Alors, le centre de recherche actuellement, le centre de recherche sur les monuments historiques est une composante de la MAP, c'est-à-dire la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, créée en 1995, qui regroupe un certain nombre de structures à la fois documentaires, documentation archives et documentation photographique sur les monuments historiques, et également de manière plus périphérique sur les archives, l'ancienne structure des archives photographiques. Alors, le centre de recherche sur les monuments historiques, dont j'ai la charge, accueille bien entendu la matériothèque que je vais vous présenter tout de suite. Alors, il faut savoir que cette matériothèque, en fait, a été conçue en fait avant la dernière guerre, pardon, pas la guerre de 14, sous l'appellation de musée des matériaux. L'idée, c'était d'avoir en fait une constitution, des références documentaires et matérielles sur la restauration des matériaux anciens à l'usage des maîtres d'œuvre de la restauration des monuments historiques, autrement dit les architectes en chef des monuments historiques. Parce que antérieurement à 1934, on va dire, chaque architecte en chef avait sa propre documentation, mais qui était tout à fait incomplète et insuffisante. En outre, il faut avoir un petit contexte historique, car dans les années 30, on commence à s'intéresser au problème de la pierre, qui commence à s'abîmer et donc est associé en fait aussi à l'utilisation du mortier ciment dans la fabrication et dans la restauration des monuments historiques. N'oubliez pas que Henri Deneux construit donc une charpente en béton armé pour la restauration de la cathédrale de Reims. On utilise donc des matériaux contemporains aux fins de restauration. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'évidemment on ne reprend pas les matériaux anciens, qui est donc une perte de matière. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir un conservatoire des matériaux anciens dès les années 30. Donc, je ne détaille pas, j'espère que c'est suffisamment, pour ceux qui veulent prendre des notes, c'est pour ça que j'ai mis un peu un texte. Alors, au niveau de l'environnement institutionnel de cette matériothèque, c'est un petit peu compliqué, comme toujours en France, parce qu'il y a des conflits de compétences institutionnelles. Il faut savoir que d'un côté, vous avez, la direction des Beaux-Arts, c'est-à-dire vous aviez le ministère de l'Éducation nationale, puisque le ministère de la Culture n'est né qu'en 59, ministère de l'Éducation nationale, direction des Beaux-Arts, sous-direction des monuments historiques. À côté de ça, vous avez les grandes institutions parisiennes muséales, dont le musée de sculpture comparée, qui était donc Chaillot, qui deviendra en 1937 le musée des monuments français, dirigé par Paul Deschamps. Paul Deschamps a été un acteur important dans la création de cette matériothèque, en même temps et en parallèle à l'inspection des monuments historiques et des architectes en chef des monuments historiques. C'est la raison pour laquelle il va y avoir de fait, il va y avoir en fait une double tutelle. Bon, ça c'est un peu de la cuisine administrative, mais il faut contextualiser bien les choses au niveau historique de cette matériothèque qui sera à la fois dirigée par le conservateur du musée de sculpture comparée, enfin qui deviendra donc le musée des monuments français, puisque la matériothèque va être créée au palais de Chaillot. Mais la tutelle administrative et financière sera faite par la sous-direction des monuments historiques. Et le problème de cette matériothèque, c'est qu'elle sera donc, elle est créée à peu près en 1934, mais elle ne commence à fonctionner qu'à partir des années 1937 voire 1938, puisque jusqu'auparavant il n'y avait pas de budget qui était dévolu en fait à cette institution. Donc, au départ, la constitution de cette matériothèque, principalement, elle est faite en direction de la documentation sur la pierre.
À cette fin, en association avec la matériothèque en tant que telle, enfin, c'est corrélatif à la matériothèque, il y a l'établissement de cartes géologiques et de carrières en France. On commence à acquérir également des échantillons de pierres de carrière et, dixit Paul Deschamps, peut-être aussi des matériaux prélevés dans les monuments importants. Il y a en parallèle une campagne de moulage d'appareils de pierre. On crée également des fiches de carrière mentionnant les caractéristiques de chaque pierre, dureté, etc. et des fiches de monuments avec l'indication de provenance des pierres. Donc, à l'avenir proche, on va décliner la même chose pour les autres matériaux. Donc, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que dans l'esprit des concepteurs, ce musée des matériaux s'intégrait au sein des autres collections déjà existantes à Chaillot, à savoir les relevés de peinture murale qui existent depuis les années 1830, les maquettes d'architecture à fragments démontables, la collection qui a été initiée par Anatole de Baudot pour son cours fait à l'école de Chaillot. Donc le musée des matériaux est une composante qui vient s'ajouter et enrichir d'autres collections historiques, ce qui signifie que le nouveau centre de recherche des monuments historiques, qui à l'époque s'appelait l'Office de documentation des monuments historiques, l'ODMH, a eu dans son escarcelle l'ensemble de ses fonds patrimoniaux. Alors voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, alors voilà ce que c'était une fiche de carrière. Je vous le montre pour information. Il y avait à la fois à gauche, vous voyez, une fiche d'un monument, bon, c'est Notre-Dame du Port à Clermont, et à droite, la fiche de carrière de Montagny-les-Buxy en Saône-et-Loire, avec le descriptif assez technique et scientifique de la dureté de la pierre. Alors, on est en 1937, vous avez l'exposition internationale, la classe 25 bis concernant donc le service des monuments historiques qui présente la matériothèque sous la forme de cartes établies à cette occasion. Donc je vous ai parlé des cartes géologiques, il y avait également des cartes archéologiques et des cartes historiques, par exemple sur l'ordre de Cluny, vous voyez, voilà, sur un certain nombre d'éléments, Saint-Jacques-de-Compostelle, etc., qui venaient, alors voilà, qui venait enrichir et illustrer donc le service des monuments historiques. Vous avez donc ici cette carte qu'on conserve toujours dans la collection de la matériothèque, établie par Gabriel Danon. Donc c'est la carte des toits en France en 1937 par Soulèze-la-Rivière, qui est issu lui-même d'une famille d'ardoisiers angevins. Alors, je fais défiler quelques cartes. À gauche, vous avez la carte des églises romanes de l'Allier. Et à droite, la carte topographique des voies romaines et forteresses nord-est de la France par Jean Trouvelot, architecte en chef. Jean Trouvelot est un des architectes en chef nombreux qui a donné pas mal de choses à notre matériothèque. Alors, donc, la matériothèque s'enrichit donc de la manière suivante. Donc, des dons de matériaux issus des campagnes de restauration sur les monuments historiques en France, donc architecte en chef, entreprise, mais aussi particulier, également agent du service. Bon, petite précision administrative, en 1942, donc on crée, enfin, il y a un décret de Vichy qui crée le musée de la technique et des matériaux de construction et de décoration. À cette époque, le musée est déjà riche de 400 pièces. À partir de 1956, et surtout en 1974 avec la collection Chartier, le musée s'enrichit d'une collection d'outils qui vient compléter le corpus. Donc le mode d'acquisition suit le même principe. Alors, dans l'histoire toujours, je vais essayer d'aller vite, une date importante, il faut retenir, c'est 1969, date de la création du laboratoire de recherche sur les monuments historiques, le LRMH, qui est l'équivalent du C2RMH pour les musées, mais là pour le service des monuments historiques. Ce LRMH s'installe dans les communs du château de Champs-sur-Marne, et à ce moment-là, c'est toute la collection pierre qui est distraite, si vous voulez, du CRMH pour constituer le pôle pierre du LRMH. Donc toute la collection pétrographique transférée à Champs-sur-Marne. Au début des années 70, une campagne de moulage d'appareillage de pierre avec marque de tailleur de pierre vient compléter la collection de lapidaire de Chaillot. Alors ensuite va arriver la question du déménagement successif de la collection. Alors la matériothèque reste très à l'étroit au palais de Chaillot, seule une partie de la collection est ouverte au public. Malgré plusieurs projets et 2 déménagements in situ, je vous fais grâce des détails, il faut prévoir un transfert partiel de la collection qui s'effectue en 1997 à Champs-sur-Marne.
Comme je vous l'indiquais au début, en 1995, c'est donc la création de la médiathèque de l'architecture. Et à ce moment-là, le CRMH est donc intégré au sein de la médiathèque. C'est-à-dire qu'il ne dépend plus directement de la sous-direction des monuments historiques, mais il est intégré à la médiathèque. En 2003, le service quitte le site de Chaillot pour celui de l'hôtel de Croisy, dans le Marais, siège de la médiathèque. Il est alors décidé de regrouper au fort de Saint-Cyr, siège du département photographique de la médiathèque, l'ensemble de la matériothèque qui se trouvait de fait alors dispersée sur deux sites, j'espère que vous me suivez, Saint-Cyr et Champs-sur-Marne. L'ensemble de la collection est alors stocké sur des rayonnages métalliques, 6 épis, dont 2 doubles, je vais vous montrer les photos tout de suite, et les petites pièces regroupées dans des cartons de tailles diverses. Alors voilà. Aujourd'hui, comment les choses se présentent. Nous sommes donc sur la commune de Montigny-le-Bretonneux, tout près de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines, à l'ouest de Paris pour ceux qui connaissent, sur l'ancien site du fort de Saint-Cyr. Ce sont ces éléments de fortification construits après les années 70 pour ceinturer la ville de Paris contre les éventuelles, une espèce de ligne Maginot, si vous voulez, faite après la guerre de 70, dans les années 74-76. Alors, voilà l'état actuel de la collection. Alors, c'est un lieu de stockage, hein, comme je vous l'ai indiqué, c'est là depuis 2003. On a regroupé donc à peu près en fonction des matériaux les éléments de cette matériothèque. Alors, je vous fais défiler le contexte. Là, vous avez à gauche des éléments de pierre, vous avez des briques également en bas, et puis sur la droite, tout ce qui est terre cuite, notamment toutes les tuiles. Voilà. Vous voyez, donc c'est encore sous plastique, etc. Quand je suis arrivé dans le service en 2002, en fait, il y avait des choses qui n'avaient pas été encore déballées depuis le déménagement de 2003. Alors, un petit point, voilà comment la collection était présentée, ça fait rire tout le monde, mais voilà. Donc ça, c'est la présentation sous Vichy, hein, puisque là, on a des photos qui datent de 1944, mais voilà. Donc on a effectivement, oui, bien sûr que ça fait rire, mais oui, bien sûr, mais c'est comme ça que les choses se sont constituées. On envisageait la matériothèque à la fin des années 30. Hein. Donc, vous voyez, donc on a des vitrines en bois, et puis on retrouve les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est l'environnement du début des années 40 qui était à destination, il faut bien le dire, principalement des élèves de l'école de Chaillot, destinés à former les futurs architectes en chef des monuments historiques. Alors, aujourd'hui, donc, nous avons j'ai 2248 numéros d'inventaire correspondant à environ 2600 pièces, parce qu'évidemment, quand j'ai 80 clous qui proviennent du même endroit, je mets un seul numéro, évidemment, pour ne pas reporter 80 numéros, évidemment. Tout dûment inventorié sur fichier Excel et dûment photographié également. Alors, on y trouve donc objets de bois, de métal, verre, terre cuite, pierre et outils traditionnels de tailleurs de pierre et de menuisiers au nombre de 842. On peut considérer que c'est une outithèque à part entière, principalement une importante collection d'outils de menuisier. Alors, plusieurs échantillons de pierre et d'écorce de bois ont été accumulés au cours du temps. Les matériaux de couverture, lavelose, d'ardoise et tuiles sont particulièrement bien représentés. Alors, l'inventaire, donc, nous l'avons sous fichier Excel à multiples champs. 71, c'est considérable. Je vous dirai pourquoi si vous me posez la question, mais autrement, j'ai pas tellement le temps pour vous répondre. Mais enfin, c'était pour intégrer le système Mistral dont la mort est programmée. Bon. Alors, je vais quand même vous présenter, vous faire un petit plan raisonné de cette matériauthèque. Je vous dis tout de suite que ça, c'est une présentation intellectuelle, mais que le stockage n'est pas conforme à cette présentation intellectuelle. Alors voilà comment je vous propose par matériaux, tout simplement. Après, j'ai décliné en fait à la fois les échantillons de carrière, les échantillons. Vous avez des échantillons nouveaux. Bon, à l'époque, dans les années 30-40, il y a eu des carriers, des fabricants de couvertures, etc., qui nous ont donné des échantillons commerciaux, mais en même temps, on a pris sur place des échantillons provenant des restaurations, provenant des chantiers de restauration. Donc en fait, on a une double entrée. On a à la fois des échantillons contemporains, mais des échantillons contemporains qui maintenant datent, parce que c'est des échantillons qui ont été donnés dans les années 30, dans les années 40.
Alors voilà, par exemple, tenez, voilà, ici on a donc 4 modèles d'ardoises dites d'Angers, ancienne carrière de Trélazé. Bon, bien sûr, alors là maintenant c'est devenu en plus historiquement important puisque comme vous le savez, les carrières de Trélazé c'est terminé maintenant, il n'y a plus d'extraction, on vit un peu sur le patrimoine de ce qui reste, mais maintenant c'est terminé. Donc vous voyez le numéro d'inventaire 71 1 à 4, ça veut dire que ce sont des carrières qui nous ont été données par le fabricant, qui ont été données à la matériothèque. Alors, les matériaux échantillons de carrière, à gauche, vous avez donc, voilà. Alors, il me reste quand même en vestige un échantillon cubique acquis au début des années 40. Alors ça a été acquis, alors ça a été acheté quand même parce qu'il y avait un budget quand même. Hein. Donc, on achetait ou bien c'était les fournisseurs qui nous les donnaient. Vous avez un échantillon de marbre donc à droite qui vient du département de l'Aude. Alors là, j'ai récupéré des échantillons de carrière qui proviennent du fonds dit Garnier de l'agence Charles Perrault, qui a déménagé au moment où son agence, bon maintenant M. Perrault est à la retraite, mais son agence d'architecte en chef était au Palais Garnier à Paris. Et au moment du déménagement en 2010, on a eu un certain nombre de matériaux. Et ça me permettra effectivement de combler les lacunes, puisque, comme je vous l'ai indiqué, les échantillons sont tous partis à Champs-sur-Marne. Alors, c'est quand même la même maison, hein, parce que le LRMH, c'est un service à compétence nationale qui dépend du ministère de la Culture. Donc, c'est la même maison, scindée en deux, si vous voulez. Hein. Il y avait une seule voie de chemin de fer et il y a eu un embranchement en 69. Mais voilà, on est quand même cousins. Alors, assez rapidement, je vous présente un certain nombre d'outils. Donc ici, on est dans les outils de Carrier. Bon, je vais aller assez vite parce que c'est juste, en fait, un échantillon que je vous indique un peu à l'après-vert, je m'en excuse, qui vous montre quand même la diversité des outils. Ce n'est pas des outils forcément anciens. Ils ne sont pas vraiment datés comme M. Brooking l'a fait, effectivement. Il y a effectivement des lacunes au niveau scientifique, si vous voulez. On sait ce que c'est, ils sont mesurés, etc. Mais ils ne sont pas forcément datés. En général, ils ne sont pas très anciens, soit 19e, soit plutôt 20e d'ailleurs. Hein. Mais c'est pour vous montrer quand même la diversité que nous avons. Bon, pour les spécialistes, évidemment, je trouve qu'ils y verront leur contentement, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas spécialiste de tout ceci, mais voilà, ils sont donc dûment bien identifiés. Après, nous passons donc à une collection de lapidaires, issus donc carrément bien sûr des campagnes de restauration. Il y a Rouen, alors parfois ça n'est pas référencé, on a juste la région Basse-Normandie, mais on n'a pas le lieu et l'édifice. Les éléments de sculpture qui proviennent de Notre-Dame de Paris également. Voilà, nous avons la Marne ici à gauche, à droite Rouen, l'église Saint-Maclou. Bon. Après, on revient sur les pavements et couvertures. Nous avons des dalles d'ardoise en lauze. Et également, à droite, une ardoise gravée. Alors, celle est plutôt sympathique parce qu'elle est datée, etc. Donc, on a quand même des pièces qui sont quand même assez intéressantes. Datées 1759. Pour les différents échantillons de couverture aussi, que je vous présente ici. L'essai, bien sûr, l'église abbatiale qui avait été complètement dynamitée par les Allemands et complètement restaurée par Froidevaux dans les années 50. Les moulages d'appareils, que je vous ai indiqué, donc ça c'est les premiers moulages qu'on a qui ont été faits pendant la guerre. Pendant la guerre, il y a une activité très importante du service. Hein. Il y a quand même pas mal d'argent qui est développé par l'administration de Vichy. Autre campagne d'appareillage fait principalement donc, pour les signes lapidaires, donc effectuée au début des années 70, donc à Arles. Quelques sympathiques briques à décor d'oiseaux à gauche, à droite briques à décor de Poutot, dont d'un musée d'Angers, le musée de Saint-Jean à Angers qui nous a donné. Voilà, c'est... voilà, donc des fragments également. Alors pareil, donc d'un musée d'Angers, fragments gallo-romains pour le chauffage, etc. Je passe assez rapidement. Ici, c'est assez sympathique. Ce sont en fait des poteries ou cornets qui servaient au remplissage et pour ourdir la maçonnerie des planchers. Alors, ça vient du Palais Royal et c'est d'époque de Fontaine, donc début 19e siècle. J'en ai pas mal.
Voilà. Alors ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes parce qu'on ne les voit pas forcément. De fait, c'est inclus dans la maçonnerie. Et voilà. Et on vient effectivement. J'ai une collaboratrice qui vient de sortir un gros album sur le plâtre, et il y a quelques pages qui sont consacrées à ces poteries. Dallage et pavement, j'ai vu qu'il y en avait également ici en bas, suite au site ici de la Paix-Dieu, des petits carreaux de pavement décorés. Alors, on a un moule artisanal aussi de mise en œuvre pour la tuile canal. Des tuiles. Alors, à droite, vous avez des tuiles. Vous avez en bas, en bas, en fait, là, vous avez des échantillons contemporains, des tuilés qui nous ont donné, vous voyez, 1926. C'était en prévision de la restauration de la cathédrale. On a prélevé des échantillons de tuiles modernes. Voilà, ça je passe parce qu'on en a vu quand même pas mal lors de la communication précédente. Ça, je pense que voilà. Bon, ici on est dans Franche-Comté, à Besançon, palais de justice. Voilà, également ici dans l'Yonne. Tuile plate en écaille vernissée. Aussi, ici, on est en Alsace. Alors, une chatière, on dirait que c'est un animal préhistorique, c'est une chatière en fait. Alors, le souci que nous avons, c'est qu'effectivement, ça n'est pas contextualisé. Donc, ça, c'est dans le projet que j'ai, projet muséographique, de contextualiser tout ça. Parce que quand vous montrez cette chatière, vous demandez ce que c'est. Et en fait, effectivement, elle était vernissée. Elle servait, bien entendu, à l'aération des combles. Mais telle qu'elle est présentée comme ça, on peut se demander de quoi il s'agit. Ça paraît tout à fait exotique. Après, nous avons des échantillons. Alors ça, ceux-là, ils sont même pas inventoriés. Ceux-là, c'est des échantillons que j'ai sortis des boîtes. Nous avons également des écorces et de la loupe. Bon, ils sont quand même à peu près. Les bois sont quand même indiqués. Après, nous passons aux outils de mise en œuvre. Là, il y a quelque chose d'assez bien. C'est ce niveau de charpentier sans son plomb. Le plomb, on n'y est plus, mais il est daté de 1777. Donc ça, c'est une pièce qui est très intéressante. Après, je vous parlais d'un outil, d'un atelier parisien de menuisier, Chartier, qui nous a donné toute sa collection en 1974. Alors là, on en a plus de 400. Donc je vous les fais passer. Vous voyez, à chaque fois, le rabot, par exemple, une collection de rabots, mais ils sont à chaque fois différents. Ce n'est pas 10 fois le même. Ils sont à chaque fois, ils ont... Bon, ça, c'est l'intérêt, je dirais que c'est un peu la magie de l'outil, c'est que chaque outil a sa fonction spécifique. Voilà, notamment les ciseaux. On a quand même une collection assez importante. Après, nous avons, au niveau des collections d'objets de charpente et de menuiserie, là, vous avez des photos anciennes. Les photos que je vous montre, à la fois, j'ai pris des photos pour la communication ici, et puis des photos des années 90 qui montrent la présentation de la collection au Palais de Chaillot. Donc là, pareil. Alors, moulin à vent, ici, moulin à vent, ça c'est offert que c'est un moulin qui a été relevé par le service dans les années 70, à l'époque où les moulins à vent étaient à la mode, on va dire. Bon. Après, j'ai quand même des éléments de seconde œuvre, des vantaux de porte. On a l'oculus de la caserne d'Enfer Rochereau. Ici, nous avons à Versailles une forme à fabriquer les vases décoratifs. Ça aussi, c'est une pièce qui me paraît importante. Et après, donc, monsieur Booking nous a montré pas mal d'éléments de serrurerie. J'en ai pas mal aussi. 17e, 18e, principalement, dû à la restauration d'Henri Deneux. Donc, Henri Deneux a été le restaurateur, comme vous le savez, de la cathédrale, mais également de plein de maisons. Vous savez, voilà, les dommages de guerre, les maisons qui ont été restaurées, détruites et puis reconstruites à Reims. Et donc, Henri Deneux nous a donné tous ces éléments de menuiserie. Également à Waron, là, ça fera plaisir à notre ancien administrateur ici présent. Un hortoir de porte, une enseigne de serrurier, tout ça c'est à peu près 18e. Et enfin les clous. Voilà, nous avons une collection de clous très importants, aussi bien des clous de charpentier, des clous de menuisier, effectivement là vous avez à droite des clous de les clous de plancher de l'hôtel des Invalides. Pour les amateurs, voilà, ils seront bien servis à la matériothèque de la médiathèque.
Voilà, donc je passe. Alors j'en ai peut-être mis un peu trop, vous allez avoir un haut le cœur, mais c'est pour vous indiquer que effectivement on a une riche collection. Alors il faut que j'avance. Je vais avancer. Voilà, bon, comme d'habitude, évidemment, j'ai voulu en faire trop. On a aussi des éléments de vitraux reconstitués. Alors, je voulais simplement vous montrer des échantillons également de matériaux bruts, mortier, plâtre, enduit. Voilà, donc là, on a un oiseau hein, qui servait donc à l'alimentation du mortier sur les chantiers. Et on a aussi des éléments donc, de corniche, etc. Voilà. Donc ça, c'est bon, également des éléments de fragments d'enduit également. Donc là, on a vraiment de tout. Donc je vais terminer, je vais vite. Diagnostic, donc pas de lisibilité de la matériothèque, faute de mise en ligne de l'information et de valorisation de la collection. Structure confidentielle. Conditions de stockage défectueuses ne permettant pas un classement raisonné de la collection par type de matériaux. Les projets à court terme, dépoussiérage général. Acquisition de nouveaux rayonnages et de boîtes étanches pour reconditionner outils et petits matériaux. Récollement complet de la collection. À moyen terme, échéance 1 an, mise en ligne de l'inventaire de la matériothèque avec photos associées sur le site de la médiathèque. Échéance 2 ans, présentation muséographique sur le site de Charenton d'une sélection raisonnée de la matériothèque. Chaque pièce serait présentée dans son contexte architectural, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans un but pédagogique, public cible, scolaire, étudiants, amateurs, collectionneurs. Ce projet permettra le redéploiement cohérent de la collection à Saint-Cyr, parce que l'idée que je voudrais avoir, que j'ai, c'est de créer un réseau avec les matériothèques existantes des écoles d'archi à Paris notamment. Donc il y a un lien, si vous voulez, entre, par exemple, la matériothèque qui existe à Paris, Val-de-Seine, une matériothèque créée dans les années 90, mais avec des matériaux contemporains. Donc faire des liens, des réseaux, créer un réseau en complément avec ce type de matériothèque déjà existante. Voilà, je vous remercie.